Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'énergie électrique. Pour introduire cette vidéo, observons l'image suivante qui nous montre l'intérieur d'un foyer, où tous les membres de la famille utilisent l'énergie électrique. La maman, ici, est en train de cuisiner, elle utilise un système de chauffage électrique. Le garçon joue avec un train électrique, la fille utilise un ordinateur qui est alimenté par l'électricité, et le papa regarde la télé ou consulte la tablette qui sont eux aussi alimentés par l'énergie électrique, la pièce est éclairée grâce à l'énergie électrique, etc. La question que nous allons nous poser, c'est pourquoi l'énergie électrique est-elle devenue indispensable dans notre quotidien? Alors pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir cette grandeur qui est la puissance électrique en rapport avec l'énergie électrique. Ensuite, nous verrons les différents convertisseurs d'énergie à partir d'énergie électrique. Et enfin, nous verrons comment effectuer un bilan énergétique sur un circuit électrique. Quelle est la différence entre la puissance et l'énergie? Alors pour bien comprendre ces deux grandeurs qui sont souvent utilisées en physique, je vous fais apparaître ici deux situations à travers ces dessins. La première situation, on voit c'est un circuit électrique tout simple avec une pile et une lampe. Mais je vais faire une analogie avec ici un circuit hydraulique. Avec là vous avez un réservoir d'eau et ici une conduite avec un robinet qui permet de régler le débit de l'eau. Dans le premier dessin, l'énergie électrique est stockée dans la pile. Son équivalent pour le circuit hydraulique, c'est l'énergie qui sera stockée, donc c'est ce volume d'eau stocké dans le réservoir. L'énergie électrique va permettre de faire fonctionner l'ampoule qui va produire de l'énergie lumineuse. Donc l'ampoule va recevoir de la puissance électrique et le convertir en puissance lumineuse. Mais si je fais l'analogie pour mon circuit hydraulique ici, en fait, le débit d'eau va correspondre à la puissance. Et vous voyez que la puissance, là, je vais pouvoir l'ajuster grâce au robinet. Si je ferme quasiment le robinet, j'aurai un petit débit, donc une petite puissance. Et si je l'ouvre, j'ai une grosse puissance. Les ampoules, pareil, quand vous achetez une ampoule dans le commerce, vous pouvez choisir la puissance électrique absorbée, qui est de quelques watts. Et ainsi, vous aurez des ampoules qui vont éclairer plus ou moins puissamment. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'énergie, de manière générale, cette grandeur caractérise quelque chose qui est stocké, tandis que la puissance correspond à un déplacement de l'énergie. Donc dit autrement, la puissance est un débit d'énergie. Quel est le lien entre la variation d'énergie et la puissance? Pour répondre à cette question, je vais utiliser un appareil qu'on utilise tous au quotidien dans notre cuisine, qui est le four à micro-ondes. Alors le principe d'un four à micro-ondes, c'est qu'on place un objet que l'on va réchauffer ici, par exemple un verre d'eau, donc je vais vouloir réchauffer de l'eau que je place ici, et je vais régler ici mes deux paramètres que sont la puissance, qui s'exprime en watts, et la durée. Nous, on va la considérer en secondes. Vous voyez là, il y a marqué minute, mais l'unité légale de la durée en physique, c'est la seconde. Donc, mon verre d'eau, quand je le place ici, il a une certaine énergie. Par exemple, s'il est à 20 degrés, la masse d'eau possède une certaine énergie. Et grâce au micro-ondes, je vais augmenter son énergie. Donc, en fait, là, je vais exprimer l'augmentation d'énergie qu'a subi cette masse d'eau placée dans mon four à micro-ondes. Et bien, cette augmentation d'énergie, qu'on note delta E, c'est le produit des deux paramètres qui sont ici, la puissance fois la durée. Imaginons que vous mettiez une grosse puissance, la puissance maximale, là, c'est 1200 watts, j'arrive bien à lire là, et que je mets une minute. Je vais obtenir une augmentation d'énergie pour le verre d'eau. Maintenant, si je divise par deux la puissance, mais pour avoir le même résultat, la même augmentation d'énergie pour le verre d'eau, il va falloir que je multiplie par deux la durée. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est isoler la puissance de cette relation-là. Donc ça donne P égale delta E sur delta T. Au préalable, je vous fais apparaître des unités, donc la puissance c'est en watts, delta E c'est en joules, et delta T c'est en secondes. Donc cette relation-là, on peut l'exprimer en français, et ça nous donne la puissance correspond à la quantité d'énergie transférée pendant une seconde. Puisqu'en fait, si par exemple delta E vaut 10 000 joules pendant 10 secondes, et bien ça fera une puissance de 1000 watts. Et dit autrement, c'est bien le débit d'énergie, c'est ce qu'on avait vu dans la diapo précédente, donc la puissance correspond au débit d'énergie. Quelle est l'expression de la puissance électrique? En fait, c'est une relation toute simple qui dit que la puissance électrique, c'est le produit de la tension fois l'intensité. Je vous fais apparaître les unités, la tension c'est en volts, l'intensité en ampères et la puissance en watts. Alors on va utiliser concrètement cette relation avec notre four à micro-ondes. Imaginons que ceci soit la fiche signalétique du micro-ondes. On peut lire ici la tension nominale, 230 volts, l'intensité nominale, 6,2 ampères, et la puissance électrique absorbée. Donc on va vérifier qu'en faisant le produit de U fois I, on retrouve nos 1400 watts ici. J'utilise la relation U, je le remplace par 230, I par 6,2, et j'obtiens 1426 watts.
Alors c'est pas rigoureusement égal à 1400, mais aux arrondis près, en fait, la valeur est très proche. Donc on peut dire que notre relation est bien validée. Ensuite, deuxième question. Imaginons qu'on utilise le four à micro-ondes pendant 5 minutes avec cette puissance maximale de 1426 watts. Quelle serait l'énergie électrique consommée? Donc là, je vais utiliser la relation qu'on a vue juste avant, qui dit que la variation d'énergie, c'est la puissance fois la durée. Donc je remplace ma puissance par 1426, et ma durée, non pas par 5, mais par 5 fois 60, puisqu'elle doit être exprimée en secondes. Et j'obtiens 428 10 puissance 3 joules, donc 428 kJ. Troisième question, combien coûte cette utilisation de ce four à micro-ondes à puissance maximale pendant 5 minutes? Alors, il faut savoir que ceux qui nous vendent l'électricité facturent non pas le joule ou le kilojoule, mais le kilowattheure. Pourquoi? Parce que le joule, en fait, c'est une unité d'énergie très petite. Donc, un joule coûterait un prix ridicule en euros. Donc, le kilowattheure, en moyenne, il coûte à peu près 0,25 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir nos 428 kJ en kilowattheure. Alors, je vous explique le principe de la conversion donc, de joule en kilowattheure. Alors, tout d'abord, revenons à la définition de ce que c'est qu'un joule. En fait, un joule, c'est lorsqu'on utilise une puissance de 1 watt pendant une seconde. Et le kilowattheure, lui, c'est on utilise 1000 watts pendant une heure. Donc, vous voyez, je remplace mon 1 watt par 1000 watts et mon 1 seconde par 1 heure. Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes, 60 fois 60, puisque dans une minute, il y a 60 secondes, et dans une heure, il y a 60 minutes. Et j'obtiens 3,6 10 puissance 6 joules. Donc maintenant, je vais pouvoir faire la conversion en divisant mon énergie à consommer par la conversion pour passer des joules au kilowattheure. Donc je divise 428 10 puissance 3 par 3,6 10 puissance 6, j'obtiens 0,119 kWh. Et maintenant, pour calculer le coût, j'ai plus qu'à multiplier cette énergie exprimée en kilowattheure par le coût en euros d'un kilowattheure, et donc j'obtiens 0,030 euros le coût pour utiliser ce micro-ondes pendant 5 minutes. Comment utilise-t-on l'énergie électrique? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'utilise pas l'énergie électrique directement. Elle va toujours être convertie en une autre forme d'énergie. Ce dessin vous illustre ce phénomène. Par exemple, ma bouilloire permet de convertir l'énergie électrique en énergie thermique. L'ampoule ici permet de transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Et le ventilateur là permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc tous ces appareils-là, on appelle ça des convertisseurs d'énergie électrique. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir une certaine... Alors oui, là j'ai pas mis énergie, mais une puissance électrique, parce qu'en fait c'est un déplacement, un certain débit d'énergie électrique, et ils vont les convertir en puissance utile. Donc par exemple là c'était thermique, la lumineuse, la mécanique. Et dans la plupart des cas, il y a ce qu'on appelle des pertes, ils sont toujours sous forme thermique. Une puissance thermique va être perdue. On définit ce qu'on appelle le rendement du convertisseur, qui est le rapport de la puissance utile, celle que l'on veut obtenir, sur la puissance électrique qui a été absorbée. Et ce rendement, à cause des pertes, il sera toujours inférieur à 1. Alors après, souvent, on l'exprime aussi en pourcentage, donc on fait x100, et on a le rendement en pourcentage du convertisseur électrique. Quels sont les différents convertisseurs? Donc là, concrètement, je vais vous passer en revue les 3 convertisseurs qu'on vient de voir juste avant. Alors je commence par la bouilloire, et dans la bouilloire, concrètement, le composant qui permet de transformer la puissance électrique en puissance thermique, c'est le conducteur ohmique. Donc le conducteur ohmique reçoit de la puissance électrique, le transforme en puissance thermique. Et là, il ne va pas y avoir de perte, puisque les pertes, justement, sont de la puissance thermique. Donc le conducteur ohmique va transformer 100% de la puissance absorbée, donc ici la puissance électrique, en puissance thermique. Donc son rendement sera bien de 1, donc de 100%. Maintenant, passons à la lampe. La lampe, elle, va transformer la puissance électrique en puissance lumineuse. Il va y avoir un petit peu de perte. Alors, juste sur les différentes technologies des lampes, il y a quelques années, on utilisait beaucoup ce qu'on appelle des lampes à incandescence qui avaient un très mauvais rendement. Donc le rendement, c'est bien la puissance lumineuse sur la puissance électrique. Donc ils avaient des rendements, ces lampes à incandescence, de 10% seulement. C'est-à-dire que 90% de la puissance électrique chauffait et n'éclairait pas. Donc on a remplacé ces lampes à incandescence par des lampes LED notamment, qui ont maintenant des bien meilleurs rendements. Une lampe LED, si vous la touchez, elles sont quasiment froides. Donc on transforme à 90% la puissance électrique en puissance lumineuse. Et ensuite, donc tout ce qui est moteur, qui vont permettre de transformer la puissance électrique en puissance mécanique. Un exemple, un ventilateur. Donc là, il y aura un petit peu de perte, mais pareil, les moteurs, maintenant, une nouvelle technologie de moteur chauffe très peu. Ils ont des très bons rendements. La puissance mécanique, la puissance électrique est aussi de l'ordre de 0,9, un rendement de 90%. Donc de manière générale, tout ce qui est convertisseurs électriques ont des très bons rendements. C'est-à-dire qu'ils permettent de produire à partir d'énergie électrique des énergies soit thermiques, soit lumineuses, soit mécaniques, avec des très bons rendements. Quel est le rendement de ce circuit électrique?
Donc cette circuit électrique est relativement simple, on a juste ici une pile et un moteur qui vont entraîner ici une hélice. Là je fais apparaître donc le schéma électrique de ce petit circuit électrique là, avec, nous avons ici la pile et là le moteur. Alors ces deux dipôles sont caractérisés par deux grandeurs. La pile, on l'avait vu dans le chapitre précédent, il y a ce qu'on appelle la tension à vide, E en volts, et la résistance interne, ici en ohms. Mais pour le moteur, on a l'équivalent, avec E', on appelle ça la force contre-électromotrice, qui s'exprime en volts, et R', la résistance interne du moteur. Alors maintenant, je vais modéliser ces deux dipôles en faisant apparaître une pile. On a vu qu'on peut le modéliser par un générateur idéal en série avec une résistance. Mais le moteur, c'est le même principe, on peut le modéliser par une force contre-électromotrice E', donc un générateur. En fait, vous allez voir que ce n'est pas un générateur, là. Ça va être un récepteur en série avec une résistance interne. Donc je fais apparaître là le sens de circulation positif du courant, qui va de la borne plus générateur à la borne moins. Et une fois que je suis là, maintenant je vais faire apparaître les 4 tensions aux bornes donc, de chaque dipôle. Alors ça c'est la tension aux bornes générateur, donc dans le même sens que I. Ça c'est la tension aux bornes de la résistance interne de la pile, donc sens opposé à I, c'est un récepteur. Je fais la même chose pour la résistance interne du moteur, donc sens opposé à I, donc R'I, et la tension E', vous voyez c'est la différence par rapport à ici, elle est dans le sens opposé à I. Donc cette force contre-électromotrice, on peut l'expliquer en disant que c'est la tension qui va être utilisée par le moteur pour fonctionner, donc c'est un récepteur, donc E' opposé à I. Maintenant je vais pouvoir appliquer la loi des mailles. Alors je vais définir un sens de la maille positif, ça va être le même sens que I, et donc si je l'applique comme le veut la loi des mailles, je vais dire que E moins RI, moins E', moins R'I égale 0. Alors moi je préfère l'exprimer en mettant la tension positive du circuit du seul générateur qui va être utilisé par les 3 récepteurs, donc la résistance interne de la pile, la résistance interne du moteur et la force contre-électromotrice du moteur. Je vais multiplier tout ça par I. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a vu avant, la puissance c'est le produit de la tension fois l'intensité. Donc là j'ai une expression en tension, je multiplie tout par I, je vais voir apparaître maintenant des puissances. Là j'ai E fois I, là j'ai RI fois I, donc ça me fait RI carré, plus R'I fois I, R'I carré, plus E'I. Alors maintenant on va identifier ces différentes puissances. Ça en fait c'est la puissance électrique maximale que va pouvoir fournir la pile. Donc dit autrement, ça va être ce qu'on appelle la puissance absorbée. Ici vous avez la puissance thermique, c'est la puissance que les deux conducteurs ohmiques là vont transformer en puissance thermique. Donc c'est la puissance thermique qui va être perdue par le circuit que l'on étudie. Et E'I, ça va être la puissance électrique utilisée par le moteur. Dit autrement, notre puissance utile. Notre but, idéalement, serait de transformer toute la puissance électrique fournie par la pile en une puissance électrique utilisée par le moteur. Et ça, vous voyez, ce sont les pertes. Donc une fois que j'ai dit ça, je peux définir mon rendement de mon circuit électrique, qui est le rapport donc, à sa définition générale, la puissance utile sur la puissance absorbée. Ma puissance utile, ça va être E'I, et la puissance absorbée, EI. Donc, vous voyez là, je peux enlever les deux I qui sont communs entre le numérateur et le dénominateur, donc ça me fait E' sur E. Et ce rapport sera toujours inférieur à 1. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Pourquoi l'énergie électrique est-elle devenue indispensable dans notre quotidien? Alors pour répondre à cette question, une fois qu'on a vu tout ce que l'on a dit juste avant, on peut dire que le gros avantage de l'énergie électrique, c'est qu'on peut la convertir en différentes formes d'énergie grâce à des convertisseurs, et ceci avec des bons rendements. Vous avez vu qu'on peut, grâce à un conducteur ohmique, transformer l'énergie électrique en énergie thermique, grâce à une ampoule, transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse, et grâce à un moteur, transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Le deuxième avantage, on n'en a pas parlé pendant les diapos précédentes, c'est qu'elle peut être transportée sur de grandes distances à un moindre coût. C'est ce qu'on appelle les lignes à haute tension. Donc on peut très bien produire de l'énergie à des centaines de kilomètres de l'endroit où on va l'utiliser. Par contre, on peut noter un inconvénient, c'est que l'énergie électrique ne pourra pas être stockée en grande quantité. Et même ce que j'ai utilisé dans le cours, là, ce qu'on appelle les piles, en fait ce ne sont pas vraiment des stockages d'énergie électrique, puisqu'en fait c'est un stockage sous forme d'énergie chimique. Ce sont des réactions chimiques d'oxydoréduction qui permettent de passer d'une énergie électrique à une énergie chimique qui est stockée, et ensuite de nouveau une autre réaction qui permet de libérer cette énergie chimique sur une énergie électrique. À l'heure actuelle, on ne sait pas faire même des piles qui permettraient de stocker des grandes quantités d'énergie électrique. Donc ça, c'est le principal défaut de l'énergie électrique. Je vous remercie d'avoir visualisé cette capsule jusqu'au bout, et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore?
Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.